Vous trouverez, si ça vous intéresse, une bibliographie sur mon exposé avec une photo. Ça vient de l'exposition qui a lieu à Paris en ce moment sur les rites entourant Osiris. Alors le corps. J'ai gardé déjà cet aspect-là du titre de notre colloque. La peau que j'habite, c'était le titre d'un film d'Almodovar. Pour certains, le corps, c'est leur meilleur ami. Il est sûr comme un refuge où rien ne manque et c'est à la fois une ressource fidèle, fiable et un compagnon de plaisir. Pour d'autres, c'est une sorte de chameau qui leur sert à traverser le désert de la vie. Et pour quelques-uns, c'est quelque chose comme une fatalité, un mauvais destin. Il faut bien le traîner avec soi, mais ça ne semble pas avoir d'autre fonction que d'empêcher l'existence. Il exige par l'impotence et la souffrance qu'on s'occupe de lui, parfois jusqu'à la mort. Et une question douloureuse taraude ces personnes. Comment faire pour enfin aller bien? Et de quelle maladie je souffre? À cette question, jamais aucune réponse n'est apportée par ceux dont le métier serait de soigner, aucun soulagement. C'est du moins le vécu de ces personnes. Donc dans mon exposé, je commencerai par rappeler l'enjeu de la rencontre précoce du nourrisson avec l'entourage, qu'on appelle souvent la mère. Y aura-t-il rencontre? Y aura-t-il ce dialogue préverbal, on dit aussi tonico-émotionnel? Et j'essaierai surtout de me focaliser sur le rôle que joue le couple Eros-Thanatos dans cette période de la vie. À ce moment-là, le corps n'est rien d'autre qu'un carrefour. Et ses forces jouent dedans, et le modèle. Ce travail, cette co-construction de la mère et du bébé, aboutit à ce que Winnicott nomme l'installation de la psyché dans le corps. Et il décrit les conséquences de l'échec de cette étape comme des angoisses sans nom, des angoisses archaïques, angoisses disséquantes primitives. Et vous pourrez trouver dans 2 articles célèbres la crainte de l'effondrement et l'esprit et ses rapports avec le psyché soma, comment il décrit ça. Quant au dialogue qui se construit et s'établit durant cette période de la vie et qui restera opérant, il faut bien le comprendre, pendant toute notre vie, aujourd'hui, les psychanalystes le considèrent comme une forme primaire de symbolisation. Ça n'a pas toujours été le cas, et je me suis appuyée sur ce livre qui est paru en 2014, qui s'appelle « Forme primaire de symbolisation », qui est édité par Roussillon et Brun et des chercheurs de la faculté de Lyon. Et donc l'article de Roussillon montre en particulier que cette évolution du concept de symbolisation, parce qu'autrefois on réservait le mot de symbolisation à ce qui était verbalisé, à ce qui était capable de faire une mise en mots. Et il montre comment cette évolution s'inscrit exactement dans la ligne de la pensée freudienne. Donc toute cette approche m'a semblé poser autrement la question de la somatisation. Pour les psychanalystes classiques, encore beaucoup maintenant, la maladie, la somatisation, c'est considéré comme un passage à l'acte, une décharge de conflits non réglés, non psychisés, et dû au manque de synthèse, à l'échec de la symbolisation. On peut citer aussi ce livre de Jean-Marc, Le cœur métamorphe, où il nous explique dans le chapitre La violence, comment en cas de manifestation de somatisation, notamment dans le cadre de son exposé sur le saboteur, le schéma destructeur interne, le saboteur, les vertiges, les douleurs, tout ce qui peut survenir, il ne faut pas se focaliser là-dessus, car cela empêcherait d'apercevoir que ces manifestations sont dues aux pensées. Et il précise que cela survient lorsqu'il y a un conflit féroce entre des tendances de force égales, la voie du SDI et la voie personnelle, ou comme la conséquence de l'épuisement venant des pics incessants du SDI. Donc on est aujourd'hui confronté en tant qu'analyste en clinique à une sorte de contradiction culturelle. Il y a un dilemme. Bon, on ne peut pas retracer toute l'évolution, mais la médecine s'est emparée quand même de la question du soin depuis le XVIIIe siècle, alors qu'avant le corps était considéré comme être entièrement sous le primat du symbolique. La guérison, c'était le sujet du colloque l'année dernière,
s'opérait via des rituels et une réinsertion de la personne dans un ordre symbolique. Et maintenant, depuis notre médecine scientifique, nous sommes confrontés à des questionnements un peu contradictoires. À la fois, le trouble somatique dit quelque chose, c'est les mots pour le dire, mais ce qu'il dit n'aurait pas de sens. C'est l'idée de l'école parisienne de psychanalyse de Marty sur la pensée opératoire. Le symptôme serait bête, on ne pourrait pas en tirer de conclusion sur le sens de l'origine de ces troubles. Et à la fois, nous, on pratique ça en TBSI comme en disant le symptôme, notre cher symptôme, cherche à donner expression, décharge à une partie reniée de la personnalité qu'il va falloir reconnaître. Et en même temps, cette décharge, elle risque d'empêcher un travail psychique plus profond. Donc, mon approche dans cet exposé, c'est de regarder avec un éclairage un peu différent la question de la somatisation, que je présente plutôt comme un appel à ce qui fut une mère pas suffisamment bonne, et un appel qui va durer toute la vie tant qu'il n'est pas entendu. Donc des affects, comme l'exposait Jean-Marc tout à l'heure, qui ont été enquistés, qui n'ont pas pu être traités, et qui vont réclamer leur place. Je vais détailler une forme de somatisation qui serait plus liée à la répression des affects par l'entourage, l'entourage étant vécu comme un mur empêchant toute forme d'expression. Répression et fureur sont alors les deux termes antagonistes que le patient amène en cure. Et enfin, je vous poserai peut-être quelques questions sur la façon d'accompagner ces patients. On verra comment le rêve éveillé donne une certaine place, même peut-être beaucoup de place, à la symbolisation primaire, et comment le cadre de la cure rêve éveillé peut favoriser la sortie de ce cercle vicieux. Alors déjà, par rapport aux angoisses archaïques et au rôle de l'entourage précoce, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Osiris, très rapidement. Osiris, c'est le petit-fils du soleil. Il est fils de la terre et du ciel, et il a deux sœurs, Isis et Nephthys, et un frère, Seth. Il épouse Isis, comme dans tous les mythes, on épouse beaucoup sa sœur. Elle est à la fois un peu sa sœur, sa mère, et tous deux règnent sur l'Égypte. Les parents ont légué à Osiris et à Isis l'Égypte, dans sa partie fertile. Ils sont adorés par leur sujet, ils en font le bonheur, parce qu'ils sont bons, ils sont sages, ils enseignent aux hommes à cultiver, le pays est dans la prospérité. Mais le frère Seth, lui, il a hérité du désert. Il est jaloux, il tend un piège à Osiris et il va le tuer. Alors Isis, la magicienne, l'exhume pour lui rendre la vie. Mais Seth revient à la charge. Il va démembrer le cadavre d'Osiris et en disperser les 14 morceaux à travers toute l'Égypte. Eh bien, Isis part à la recherche de ces morceaux. Elle les retrouve et elle reconstitue le corps, lui rend la vie, s'unit à lui et ils vont engendrer Horus, le dieu qui vengera son père. Et les Égyptiens célébraient chaque année des rites pour commémorer ce mythe, au moment de la crue du Nil. Alors, on fabriquait avec de la glace du Nil des simulacres du corps d'Osiris. On les disposait dans des moules en or, et les hiéroglyphes sont très précis. Ces moules mesurent 52,5 cm. Ça peut parler aux personnes qui ont l'habitude d'accueillir des nourrissons, et aux parents qui ont vu mesurer leur nourrisson à la naissance. Et ces pâtons, dedans, on se met des graines d'orge sacrées. Ensuite, on entourait de soins rituels ces momies. On plaçait les moules dans une espèce de bac en granit rose. Il y avait des trous prévus pour l'écoulement, c'était comme une baignoire. Et on les arrosait chaque jour jusqu'à ce que l'orge germe. Et ça poussait pendant 14 jours, et on a des gravures sur les hiéroglyphes où on voit le corps d'Osiris étendu, avec dessus la moisson qui est mûre. On laissait ensuite le corps sécher au soleil, on l'entourait de bandelettes et on l'embaumait comme un corps humain.
Et un autre rituel se déroulait en même temps. On faisait revenir des 14 régions d'Égypte des vases sacrés qui contiennent les morceaux du dieu, sont censés les contenir. On y verse des substances soigneusement dosées, des parfums, des huiles, des pierres précieuses, et on remplace celles de l'année dernière dans des niches à l'intérieur d'une chambre sacrée. Quand tous ces rituels qui durent 14 jours, alors il y a aussi tout un lien symbolique au cycle lunaire. Les processions et des descentes du fleuve en barque avaient lieu, accompagnées de fêtes, de danses, et on ramenait l'Osiris, qu'on appelait l'Osiris végétant, avec son orge, là, et les 14 vases dans le temple jusqu'à l'année suivante. Cette histoire nous semble faire écho à nos conceptions de la première enfance. Le bébé est d'abord roi du monde. Grâce à la préoccupation maternelle primaire, il rencontre la mère réelle et ses insuffisances, au risque d'expérimenter un effondrement s'il n'est pas capable de faire face. Si le manque de holding, etc., dure trop longtemps, il déborde les capacités d'un moi encore trop immature et il peut se vivre comme démantelé. Les soins apportés lors de ces rituels, alors, est-ce que ça ne serait pas une sorte de mode d'emploi pour enseigner aux humains comment on prend soin, comment on répare les dommages subis dans les premiers temps de la vie, et un mode d'emploi dont nous pourrions nous inspirer? Alors, par rapport à ce rôle de Eros et Thanatos dans cette première rencontre entre le bébé et son environnement, son entourage, il me semble que l'Osiris végétant y figure ce que le développement du bébé a de plus naturel, de plus inné. Une fois semée, l'orge va germer, elle va pousser. La force de vie, l'ADN, peu importe comment on la nomme, ça fait qu'un bébé, ça pousse, ça grandit. Comme le rappelait Jean-Marc, grandir, ça suppose qu'il y a des cellules qui s'autodétruisent, et ainsi les formes du corps s'évoluent et se sculptent. La liaison et la déliaison travaillent en harmonie, et parfois en crise, quand les dents poussent. Un bébé, ça crie, et puis ça mange, ça respire, ça digère, ça expulse, ça vomit, ça pleure, ça sent mauvais, ça gigote, et ça change beaucoup et vite. Face à tous ces ça, quelle est l'attitude la plus adéquate des parents? Bien, comme les prêtres qui veillent en étant à côté, présents de façon ritualisée, les parents veillent à ce que l'orge pousse, ils arrosent, ils permettent que les déchets s'écoulent, et ils sont dans une attitude patiente, respectueuse du côté sacré de ce qui advient, confiant, c'est répétitif, on répète les mêmes gestes plusieurs fois par jour. Jour après jour, on fait du avec bébé, on le change, on le réchauffe, on le rassure, on le renourrit, on le rechange, on le recouche. En cas de crise, on ne peut que rester calme, on contient, on s'accepte comme juste passable, ça va passer tout seul. Et parfois, le bébé, après avoir exploré, progressé, souri, grandi, pour la première fois, il nous a regardé, souri, eh bien, il a besoin de régresser. Winnicott décrit ça. Le bébé doit expérimenter qu'il peut revenir aussi à un état antérieur, moins intégré. Il appelle ça un lieu de calme, de détente que le bébé découvre en lui. Et là aussi, la déliaison a sa place. Donc il y a ce respect du rythme d'évolution qui est nécessaire à ce que Winnicott appelle l'installation de la psyché dans le soma. Nos bébés sont programmés pour cela. Mais si l'entourage ne se contente pas de faire du et de laisser faire Eros et Thanatos, mais qu'il fait du on parle d'empiètement, surréagir, surmédicaliser, suralimenter, peut-être surinterpréter, surveiller. Ce sont des empiètements qui vont au mieux conduire l'enfant à geler sa spontanéité et son élan vers le monde qui l'entourait. Il va se protéger par ce que Winnicott appelle un faux self. Au pire, ça va amener donc l'échec de l'installation de la psyché dans le corps, si les manques sont vraiment importants, répétés, et dans le cas où la mère est trop absente pour des raisons de maladie ou d'incapacité à investir son bébé, se retirant, se déprimant, disparaissant. Parce que le rôle de l'entourage ne se limite pas à laisser faire la nature, Eros et Thanatos, à faire le travail toute seule.
Car le bébé, lui, il cherche à communiquer, il a des capacités pour cela, et il a besoin du retour de l'entourage. Finalement, le rôle de l'entourage par rapport à la liaison et à la déliaison, ça serait d'enseigner au bébé comment on fait avec ces deux forces. Au fond, ça, c'est des acquisitions qui sont plutôt culturelles. Lui, avec tous les moyens de son corps, il expulse, il exprime. On n'imagine pas un bébé qui ne s'exprime pas à la naissance, qui se retiendrait de dire ou de communiquer quelque chose. Il a ses cris, ses regards, ses pleurs, ses gestes, ses tendre vers ou rester différentes postures. Il a son caca, son pipi, et tout ça, ça sort. Alors qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce qu'on peut parler de colère quand il y a des crises? Non. De détresse peut-être. Il exprime sans doute, quand il est impuissant à communiquer, de la rage désespérée et de la fureur. Parce qu'il n'y a que l'entourage, au fond, à ce moment-là, qui peut refléter quelque chose, renvoyer, c'est la fonction miroir, ce qui permet que se développe un dialogue qui va érotiser, libidinaliser, on appelle ça, toutes ces fonctions du corps, qui pour le moment ne sont que du corps. Quand un bébé, on le change, si les regards de l'entourage sont inquiets, on le regarde d'un air soupçonneux, inquiet, ça sent pas bon, ça a l'air, il est peut-être malade, c'est soupçonneux, le retour est soupçonneux et inquiet, ça n'est plus un message qui va le relier, mais c'est un message qui va exclure cette fonction de son corps. Ça va lui être envoyé comme quelque chose d'intolérable et il va l'exclure de lui. Si au contraire, c'est valorisé, resitué dans un contexte aimant, oui, ben c'est un beau joli caca, c'est bien, et ben pour lui c'est maintenant du moi, une partie de lui. C'est une partie de son corps qui fait partie de lui. Donc toute cette fonction qui consiste à érotiser, ça veut dire à rendre les affects exprimés par le bébé, à les lui restituer d'une façon telle qu'il va pouvoir se les approprier et en faire du moi. Il va pouvoir alors identifier ce qu'il reçoit, les vécus qu'il ressentait, et petit à petit, il saura comment faire avec tout ça, quand il a du plaisir et aussi quand il ressent de la douleur. Parce que si la mère est présente, elle va pouvoir l'aider à traverser ce moment difficile et à l'aider à prendre conscience que ce qui était douloureux, cela va changer et cela va redevenir bon. Et faire avec ses excitations, ses affects, ses douleurs, il aura de moins en moins besoin de cette ressource externe pour savoir le faire, et en plus il pourra percevoir de plus en plus que cette partie qui lui renvoyait quelque chose est extérieure à lui, ce qui est le début de sa vie, la possibilité d'une vie intérieure. Alors on dit libidinaliser le corps, c'est pas bien joli, moi j'ai du mal à le dire. Moi je me demande pourquoi on ne pourrait pas dire amourer, le verbe amourer ça n'existe pas. Donc c'est créer un corps investi d'amour et que le bébé va pouvoir s'approprier. Petit à petit, tous ces bouts de corps qui auraient été considérés comme bons, je fais pipi, je fais caca, je respire, je crie, j'ai une main qui s'agite, ben c'est aussi moi. Tous ces moi, ils vont finalement s'unifier en quelque chose de plus important qui va être le moi, le psyché-soma de Winnicott, et entouré par le moi peau. Ça, c'est tout un développement aussi que je n'ai pas du tout le temps de faire. Alors l'autre rôle, enfin, dans ce rôle, il y a aussi, du point de vue du parent, il faut border, contenir les pulsions du bébé qui sont très envahissantes, très violentes pour lui. Par exemple, Winnicott, il nous décrit la différence entre le jeu calme de l'enfant, quand le moi est intégré, et le jeu d'excitation, quand il y a des pulsions du ça qui le débordent et qui déstructurent ce moi en cours de construction. Donc le parent a pour rôle de restituer, débarrasser de leur violence tous ces affects, de ne pas laisser l'enfant seul aux prises avec ce qu'il déborde, même quand c'est l'amour, parce que finalement l'amour est quelque chose de dévorant et de débordant à cette époque-là de la vie.
Et ça n'est pas tout à fait l'amour, ça n'est pas tout à fait Eros, je pense, ça n'est pas la liaison. Et le bébé a besoin de limites qui lui permettent de sentir sa vie interne et qu'il a un corps distinct, un corps bien à lui. Alors quand Seth s'en mêle, il tue Osiris, il le démembre. Eh bien, voilà, je disais, les défaillances de l'environnement arrivent trop tôt, l'enfant ne peut pas y faire face. Et si cette répression, si par exemple c'est de la répression, une mère qui ne supporte pas la saleté, avoir à changer le bébé, ou ses colères, ou simplement son activité, sa pulsion de communication, de vie, sa demande de vie. Et si c'est si fréquent que l'enfant gèle ses besoins et ne les exprime plus, eh bien, le dialogue a manqué et ces demandes d'échange restées en souffrance, jamais entendues, qui cherchaient à expulser et à partager, c'est resté hors de lui. Et ça, je crois que c'est important. J'ai essayé de me représenter ça, parce que j'avais quand même beaucoup de mal à comprendre ce qu'on appelait clivage du corps, etc. Il n'y a plus vraiment de dehors à ce moment-là. Il n'y a pas d'endroit qui accueille ce qui est mauvais. Donc il y a un espace qui n'est pas lui, où sont tous ces affects qui n'ont pas pu être réintégrés. Mais ce n'est pas non plus l'autre. Il n'y a pas d'autre. Et alors cette partie qui est en souffrance, là, qui n'a pas pu être amourée, eh ben, qu'est-ce qu'il va en faire, quoi. Donc on dirait qu'à ce moment-là, il y a une partie de lui intégrée, ce qui a été renvoyé avec de la liaison, qui est devenu un psyché-soma. Et puis il y a une autre partie que j'ai envie d'appeler le mauvais corps, qui est sans lien avec la psyché, et qui continue sans cesse à envoyer les mêmes messages qui ont besoin d'être reflétés. Et c'est ce mauvais corps archaïque, qui n'est pas intégré au moi, il cherche toujours, et il va appeler avec un langage qui est le langage préverbal, qui est celui qui prévalait à l'époque où il n'a pas pu s'exprimer, le langage du corps, en gros. Celui qui avait cours, ce langage, bien souvent, c'est celui de l'impotence, de la maladie, de la détresse. Souvent, il se traduit par des parties du corps qui étaient en jeu à cette époque-là dans la communication, c'est-à-dire la motricité, la peau, la respiration, les fonctions d'ingestion, de digestion, d'expulsion, qui vont être de façon privilégiée les fonctions du corps qui sont affectées par les somatisations. Et donc, ce retour, qui n'est pas du retour de refoulé, mais du retour de jamais dit, jamais exprimé, il envahit tout et là survient ce qu'on peut appeler la crainte de l'effondrement. Alors, pour donner une idée de la violence de ce retour, j'avais envie de citer l'exemple, je sais pas, j'ai vu ça à propos dans un livre, une femme professeure, je crois, qui souffre d'une certaine forme d'autisme, mais qui est professeure d'université, et qui explique que pour faire ses cours, elle ne peut pas se passer d'enfiler un gilet qui l'enserre, qui la contient. Sinon, elle ne peut pas. Bon, sinon, il y a évidemment tout un tas de symptômes. On peut imaginer, on lit beaucoup de choses là-dessus dans la littérature, sur l'asthme. Par exemple, dans une situation de contrainte, dans une salle de spectacle, on peut se retrouver à avoir une crise d'asthme. Bon, il y a une infinité de choses qu'on peut dire. Il y a la difficulté, par exemple, de rester debout, de parler dans une situation de stress, avoir la bouche sèche, voilà. Sensation de perdre ses bras, de s'effondrer, de ne pas avoir de colonne vertébrale. Toutes sortes de manifestations qu'on va appeler le trac. Le bégaiement, la dispersion des idées. Et ce qui est intéressant que Winnicott pointe, c'est que finalement, pour que ça puisse sortir, la personne va avoir tendance à chercher des situations qui vont remettre en scène cette difficulté particulière de communication. Donc finalement, voilà, qu'est-ce que la somatisation ? C'est un effort très violent
Moi, ça me fait penser au fait et fort de l'analyse transactionnelle. C'est violent, c'est répétitif, il y a une persévérance extrême, ça revient tout le temps. C'est un appel, mais c'est aussi très défendu, très peu accessible, parce qu'il n'est pas question de laisser remonter ces angoisses archaïques. Donc les personnes qui ont ce type de difficultés présentent ce qu'on appelle parfois alexithymie, l'absence d'affect, ils ne ressentent pas les affects. Et ces efforts, vers quelle aide thérapeutique vont-ils se tourner? En fait, ils vont essayer de réactiver tous ces processus interrompus de création de représentation de choses, diraient les analystes, ou peut-être de processus de représentation qui commencent à exister mais qui ont été attaqués ou détruits. Et ils vont chercher à établir enfin une forme primaire de symbolisation. Donc le bon niveau pour cette demande, si elle pouvait être entendue, c'est par quelqu'un qui peut capter dans cette demande où sont les formes primaires de symbolisation. Et donc une forme primaire qui fait appel à ce qu'on appelle la communication non verbale. Alors, par exemple, Jean-Marc parlait tout à l'heure de l'homéostasie, oui. On peut avoir construit un équilibre pour faire avec tous ces affects exclus du corps, qui sont dans des espèces de mauvais corps, qui sont prêts à revenir, mais qu'il faut tout le temps embarrer pour pas qu'ils envahissent. Les affects sont gelés, enquistés, et l'angoisse archaïque est surmontée, à ce moment-là, par une mise sous emprise du corps, ce mauvais corps, qui est considéré comme quelque chose qu'il faut contrôler et qui est mauvais, dangereux, inquiétant. Et là, les solutions, souvent, c'est une suradaptation par exemple le sport compulsif, différentes addictions, un déni de ses limites ou de ses besoins, parfois de l'anorexie, la fuite dans le travail. Et donc, si quelque chose survient dans la vie qui amène un effondrement, il est perçu comme un effondrement du corps. Mais en fait, c'est la construction qui permettait de maintenir ce mauvais corps à l'écart qui a cédé, qui n'en peut plus, qui craque à cause d'un événement de la vie, un décès, une naissance. Et l'interprétation commune qu'on peut donner, c'est pour te dire d'arrêter, tu en fais trop. Ça a sa validité, mais ça masque, à mon avis, un message bien plus profond qu'on ne peut pas restituer sous forme d'une interprétation verbale. Il y a un appel pour partager ça, mais ça, c'est quoi? C'est ce qui n'a jamais pu être partagé. Alors que pour tout un chacun qui a disposé d'une bonne mère interne, la somatisation, ça se passe comme un appel assez léger. Il y a une conversation interne qui peut s'établir entre l'adulte, le parent, l'enfant. Jean-Marc nous parle de ça dans le cœur métamorphe. La communication est non violente en interne. Le parent va rassurer l'enfant en lui disant « mais non, tu vas quand même à l'école, tu vas quand même faire ta conférence ». L'adulte dit « oui, c'est important pour telle et telle raison et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire ». Alors qu'au contraire, quand il y a un gros manque de bonne mère interne, l'appel, il va se tourner vers l'extérieur et il va être très agressif et il va agresser soit le corps même, le corps étranger, le mauvais corps, soit le médecin ou le thérapeute. Donc, dans ce bouquin, il y a un article de Schwering, je vais vous lire quelques extraits. Il dit que la maladie grave confronte le sujet à des perceptions et éprouvées d'affect qui réactualisent la situation originaire où les représentations de mots faisaient radicalement défaut. Alors lui s'intéresse au cas d'une personne qui a une somatisation très grave, mais pas dans le cadre d'une psychothérapie. C'est une personne qui a écrit un livre et qui, à l'aide de l'écriture, commence à pouvoir se sortir un peu de ce cercle vicieux, de ce piège mortel. Alors moi je dis, il est bien délicat de déduire que c'est l'utilité et le rôle de la maladie. On n'a pas tellement de facilité à penser ça. Et pourtant, c'est ce que dit cette phrase, d'une certaine manière.
Alors d'autres vont chercher à revivre ces affects en se mettant dans des situations blessantes, traumatisantes, dangereuses. Et on pourrait même dire que, d'une certaine manière, l'analyse, ça peut être aussi un moyen de remplir ce rôle un peu ambivalent. À la fois, il y a un interdit d'agir, qui rappelle l'interdit archaïque sur la violence, et il y a l'impuissance ou l'invitation à dire, ou l'impuissance à dire. Et il y a un peu, pour ce type de patient en analyse, c'est un peu se remettre en situation d'échec de communication avec une mère qui n'entend pas le langage du corps. Si on caricature, il y a quand même quelque chose de cet ordre. Alors comment cette violence va s'exprimer, comment cet appel va se diriger sur l'extérieur, quand c'est pas sur le corps? Ça va être sur des médecins, sur la médecine. Alors c'est très intéressant de voir le type de la façon dont ça se passe. C'est répétitif, c'est-à-dire que les gens vont amener périodiquement des symptômes. Ils vont se formuler souvent dans le langage médical. Ça fait un peu écho à l'enfant qui essayait peut-être d'avoir un langage qu'il n'était pas encore capable de maîtriser, parce que le seul langage de son entourage était un langage verbal. Et cette demande, elle est adressée sans cesse à un nouvel interlocuteur, comme si ça rappelle encore le fait que cet interlocuteur, il n'a jamais été encore rencontré. Alors, un nouveau médecin, on va en voir un autre, on va aller voir une autre spécialité médicale. Et puis, dans la consultation, ça ne va pas pouvoir se dire, parce que c'est des symptômes tellement bizarres à exprimer, et puis ces symptômes, on les ressent qu'au moment où on a ces troubles, et à d'autres moments, on ne sait plus dire. On ne peut pas dire les symptômes, on ne peut pas dire les faits, donc le médecin, par rapport à ça, il n'a pas beaucoup de données. Et en plus, tout ça, c'est évidemment habité avec une très très forte agressivité de ces affects qui veulent absolument être entendus, et donc il n'y a aussi pas du tout de confiance faite au médecin. Et le corps, lui, se comporte comme un dissident. C'est le titre de ce livre de Christophe Dejour, Les dissidences du corps. La maladie est nouvelle, elle est inconnue, elle est au carrefour de ce que les médecins savent faire. Il y a une recherche compulsive sur Internet de qu'est-ce que ça pourrait bien être. Donc ça, c'est tout un tableau. Je ne vous cache pas que je me suis inspirée de mes propres expériences, mais je pense que c'est assez facile de reconnaître pour beaucoup de personnes. Donc, ce que le bébé a éprouvé, ça se traduit là-dedans. Et en psychothérapie, eh bien, ce qui va arriver, c'est quelqu'un qui est donc très peu présent à ses affects. On va dire, Joyce McDougall parle de patients anti-analysants. Donc, le discours désaffectivé que le thérapeute ressent comme ennuyeux. Le fait que le patient est totalement insensible aux contraintes du cadre, par exemple. Et tout ça va être très longuement réprimé avant de pouvoir faire confiance. Et il faudra du temps pour que la personne éprouve que dans la situation d'analyse, elle ressent des interdits sur le fait, par exemple, de bouger, de s'exprimer, de respirer ou de se sentir bien. Ça fait écho aussi au vécu du type du schéma destructeur interne avec ses piques permanentes. Je n'ai pas vraiment le temps de développer ça. Et sortir de cet état, finalement, c'est ressentir l'étonnement d'être dans un corps uni, un corps puissant, en cohésion totale, qui génère sa propre sécurité, ses appuis, sans aucun besoin de l'attention consciente. Et ça, c'est un ressenti extraordinaire de pouvoir éprouver ça. Le corps s'en fout. Il s'en fout de l'inquiétude du mental. Ça n'est pas son univers. Et ça va aussi avec le rejet de toute culpabilité. C'est pas se donner du mal pour gérer l'angoisse archaïque, la tolérer. C'est quelque chose de plus radical. C'est expulser complètement de la relation avec le corps tout ce qui était de l'ordre de la culpabilité. Alors, je vais vous lire un extrait d'un rêve éveillé qui illustre assez bien ce que peut vivre peut-être l'enfant et comment le rêve éveillé le traduit.
Le début le thérapeute propose de faire un rêve éveillé. La réponse c'est « ça me panique ». C'est un gamin qui gigote comme un forcené parce que ça va pas. On lui balance de l'eau froide sur le corps, ça le paralyse et ça l'empêche d'avoir des réactions de colère. J'ai pas d'image, j'ai envie de dire des mots grossiers. Trouver une image. Le corps parle avec une douleur dans l'épaule gauche, c'est à vif, mes bras se transforment en griffes, s'enfoncent dans du mou, je ne sais pas quoi. Je suis monstrueuse, un corps de monstre avec une queue. La tête pend à moitié, qui lacère tout sur son passage sans discernement, sans voir ce qu'il fait. Il avance en écartant tout sur les côtés, comme abruti. J'ai mal au bras, mon corps rêve tout seul. J'ai un craquement des mâchoires, des tensions qui se relâchent. Tout ce qui me vient, c'est du mental. Il faudrait faire quelque chose. Le monstre n'a pas d'yeux pour voir. Il avance parce que ça libère sa tête d'une tension intérieure. C'est compliqué. Il se tape la tête contre les murs tellement qu'elle pend. Dans une pièce fermée, on ne voit pas. Il s'allonge confortablement. Il a peur de redevenir le monstre. Mal aux oreilles qui sifflent, le cou tendu, comme à l'écoute de quelqu'un qui viendra. Il a un grand corps et une toute petite tête. Il est juste apeuré, très stupide. Il ne comprend rien. Il est incapable de se lever. Couché sur le dos comme un hanneton, les jambes s'agitent en l'air. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il sait que personne ne va venir avant très très longtemps. Il ne peut pas dormir, il continue à penser. Alors face à tout ça, à ces demandes et ces appels dans un langage pratiquement incompréhensible, c'est facile de se rendre compte que les médecins ils réagissent avec du contre-transfert, hein, c'est un peu comment ça marche. Ils se sentent impuissants, ils se sentent mis au défi de trouver quelque chose, et ils vont réagir avec du rejet, ils vont se sentir manipulés, mystifiés, ils vont avoir de la colère, du mépris. Ils vont peut-être humilier le patient en lui disant qu'il n'a rien et qu'il est un simulateur. Ils vont peut-être l'abandonner ou ils vont peut-être s'hyperactiver pour inventer des nouvelles théories, de nouvelles maladies. Et le psy, lui, il peut être amené à ressentir beaucoup d'ennui, l'impossibilité de penser, de se trouver en train de dormir, d'avoir sommeil pendant les séances, d'être en pleine confusion, de ne pas comprendre du tout le discours, de rechercher laborieusement un sens psychanalytique dans l'impuissance parce qu'il n'en trouvera pas. Et donc à la fois la violence contre soi, ça permet, au sens d'une permission, ça permet d'aller demander une aide, et puis ça permet aussi de conserver le cycle de répression, d'écarter la menace des angoisses. Alors dans cet article de Schwering, là, je vous lis un petit peu comment cette femme décrit ces crises de violence de son corps. Donc elle est dans une maladie chronique. Et ça se passe beaucoup la nuit. Elle dit « la chute a lieu la nuit ». Dans la journée, la douleur s'accentue au fur et à mesure. Et l'on espère toujours que dormir calmera les sensations croissantes. Mais en plein sommeil, lorsque les effets des antalgiques et des somnifères s'estompent, la chute s'accélère et on s'écrase au sol. Un choc colossal nous tire du lit, criant, gémissant. On est brisé, en sueur, dans la posture désarticulée d'un mannequin jeté à terre, les bras et les jambes pliés dans n'importe quel sens, comme si plus rien ne les reliait au tronc. On n'est pas tombé du lit, c'est une chute plus abyssale, une chute dans son propre corps. Bien avant les symptômes les plus douloureux, j'avais déjà remarqué cette étrange habitude nocturne qu'avait prise mon corps de se disloquer. Je m'éveillais dans des positions absurdes, comme si les charnières de mes articulations s'étaient recroquevillées. Comme un système d'alerte qui clôt instantanément les portes, toutes les attaches activaient un même mouvement de repli, les mollets rabattus sur les cuisses, les avant-bras sur les épaules, les poignets s'infléchissant. Mes mains se serraient jusqu'à laisser la trace de mes ongles à l'intérieur des paumes. Mes dents lacéraient à l'intérieur de mes joues. Je m'éveillais, épuisé de cette tension, fourbu de courbatures.
Et derrière, il explore aussi le fait que ça se passe la nuit et que ça n'est pas indifférent. Donc là, on dirait que c'est pas du tout la manifestation de Thanatos, comme l'expliquait Jean-Marc tout à l'heure, bien mieux que je ne peux le faire, mais plutôt de la déliaison, de la destructivité, parce que quelque chose ne peut plus du tout être lié, Eros ne peut plus être là, et donc Thanatos a gagné, on pourrait dire, mais le problème c'est que les deux sont plus équilibrés. Il faut que reprenne le processus pour relier tout ce qui du corps est resté en dehors. Et ça ne va pas se faire par le sens des mots, mais ça va se faire par leur vertu d'échange dans le rituel de la cure, avec ce que Anzieux a appelé le nappage par les phrases, par la parole. Donc c'est cette fureur des affects là, qui est le vrai moteur de la thérapie. La répression les maintient en dehors, on a vu. Comment vont-elles pouvoir se travailler? Comment cette répression va se lever? La personne qui a toujours réprimé ce qui pourrait émerger, elle n'en a nullement conscience. Et ses éventuelles contrariétés dans ses rapports aux autres, c'est aussitôt converti, transformé en quelque chose. Ce n'est plus l'expression spontanée des plaisirs, c'est de la politesse, des attentions envers l'autre, une application excessive. Alors comment une telle personne pourrait se mettre en colère après son thérapeute? La personne qui s'occupe de lui, qui s'occupe d'elle avec dévouement, avec patience. Ça va passer uniquement par des actes manqués, les oublis de séance, les retards, les oublis de payer, bien de la communication non verbale qu'il va falloir capter. Mais la personne, elle n'a nullement accès au fait qu'il y a un lien entre son oubli et une part réprimée d'elle-même. Elle a mis en place un mode de comportement qui empêche ces prises de conscience. Pour elle, par exemple, la fixité du cadre, c'est pas un problème. Elle est habituée à tout contrôler de son déplaisir et elle va s'organiser pour repérer ce que l'entourage attend. Donc le cadre, elle va s'y conformer, de façon que ça ne réveillera jamais aucune angoisse. Les horaires respectés impeccablement, la régularité sans faille. 6 ans de thérapie 2 fois par semaine, un oubli de séance au bout de 6 ans. Et là, on se dit, ouf, on se dit j'ai peut-être mal travaillé avant, mais c'est plus pareil. Donc la personne, elle se coule, elle s'identifie à ce moule et ça peut durer. Elle va s'excuser avec plein de raisons quand elle oublie de payer. Sauf que, et bon, il y a au bout de ce... Christophe Dejour note à quel point c'est important de voir comment le cadre permet d'approcher ces problèmes-là. Un petit quelque chose change dans le cadre, est mis à mal, peut-être du fait de l'analyste, peut-être pas. 2 minutes de retard. Le système de défense, il y a un détecteur très sensible des états de l'entourage. Si l'analyste est en retard, la personne repère immédiatement et il y a quelque chose qui sonne l'alarme, danger. Mais là, ça a été tellement ébranlant que c'est trop tard, elle va tout de suite réagir. Et il nous dit, une patiente en analyse depuis 3 ans s'allonge et après un moment de silence demande « Vous avez mis un nouveau tableau dans le salon ?» Je ne réponds pas. « Est-ce que vous avez mis un nouveau tableau ?» À droite, celui qui représente les chevaux de course. Comme je ne dis toujours rien, elle se met en colère. « Enfin, vous pouvez tout de même me répondre, vous faites exprès ou quoi ?» Et la séance est dominée par la colère. Elle refuse obstinément de poursuivre tant que je n'aurai pas répondu à sa question. Ce qui n'est pas banal, c'est l'exigence absolue d'être débarrassée de son doute et la colère que déclenche mon silence, et elle en vient à remettre en cause la poursuite de son analyse dans ces conditions. Donc avec cette explosion brutale de mauvaise humeur à cause d'une petite défaillance du cadre, peut-être supposée d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a une levée du déni des perceptions des affects pour cette personne. Ça devient possible qu'elle se rende compte qu'il y a quelque chose qui est démesuré par rapport... Ça devient possible en tout cas. Cette fois, elle va pouvoir entendre peut-être que quelque chose qui la concerne en vrai
l'analyste le constate en lui disant « vous êtes très en colère ». Et là, ça permet une ouverture à plus d'insight. L'affect va pouvoir se mettre en jeu. On appelle ça se transitionnaliser, s'érotiser à nouveau dans la relation. Comme si l'analyste avait maintenant la capacité, comme avait la mère, de dire au bébé « ben, c'est une jolie colère, hein. Et elle est très bien cette colère. Ben oui, tu es en colère, ben, c'est pas grave, ça va passer. Mais au moins, il y a quelque chose qui peut s'échanger. » Alors ça, c'est intéressant de voir que c'est déclenché par des espèces de vibrations du cadre. C'est sans doute là ce qui a amené Anzieux à proposer un cadre adaptatif, ce qu'il appelle analyse transitionnelle, parce que tout se joue, dans ces cas-là, aux limites du cadre. Et nous, en analyse rêve éveillé, on a justement un cadre gigogne, flexible, le cadre interne, avec le rêve éveillé, qui est proposé à un certain moment de la séance. Et il me semble que justement, ces affects en attente, qui sont hors sujet, hors relation, eh bien, ils peuvent s'y déposer. Par exemple, lorsque le patient bloque, n'entre pas dans le rêve éveillé, comme dans l'exemple que je disais tout à l'heure, il est paniqué, il regimbe, ou alors il y entre, mais par une sorte de sas, où il est sous contrôle. On sent très bien qu'il n'est pas vraiment en train de laisser place à quelque chose qui viendrait de lui. Ou alors il va sortir du rêve éveillé plusieurs fois, il va le tronçonner en petits morceaux. Moi je dis, ces morceaux de rêve éveillé, c'est comme des morceaux de corps, comme ces morceaux de corps qui n'ont jamais été intégrés. Ou alors il va le terminer avant la fin. Et là, on pourrait penser qu'il y a une partie du corps qui n'a jamais été terminée. Donc moi je me dis, tous ces signes sont des signes préverbaux à entendre comme signes des affects archaïques qui cherchent à s'exprimer. Et ils ne peuvent s'exprimer que hors de la relation protégée que le patient a construite dans sa perception du cadre et de la cure. Ça se manifeste, mais à la frontière. Donc il y a besoin qu'il y ait des frontières. Et plus il y aura de frontières, plus on a des chances que ça vienne se déposer. Donc grâce à un cadre dans le cadre, ça va se réintégrer dans un premier temps parce que le thérapeute peut les recevoir, les traiter intérieurement, et dans un deuxième temps, proposer aux patients de les voir. Donc à nous de mettre en jeu cet outil en aménageant par exemple le rêve éveillé si nécessaire, un peu plus long, un peu moins long. Donc tous ces modes de communication, là, des affects archaïques, Anzieux les a appelés signifiants formels. C'est-à-dire que le patient, il ne dit pas ce qu'il dit. Est-ce que vous avez changé le cadre dans le salon? Mais il dirait plutôt quelque chose comme quoi? Si on essayait de descendre plus près de ses perceptions. Est-ce qu'il dirait « un objet qui s'approche me persécute » C'est une des propositions d'Anzieux dans son article. Ou plutôt, est-ce qu'il dirait quelque chose d'encore plus basique, ça s'approche, ou ça change de place, ou ça change et c'est pareil, avec une forme d'interrogation. Et ainsi, il traduit une perception, une image, sans doute, du bébé, accompagnée d'affects très très perturbants. Alors les signifiants formels, il y a tout un article d'Anzieux dans les enveloppes psychiques qui résume tout ça. Il explique déjà qu'il faut voir la manière de communiquer, c'est plus celle du fantasme où il y avait une syntaxe, un sujet, un verbe, un complément. On est dans une scène avec un espace à 3 dimensions où on peut se promener. On voit un sujet qui observe une scène entre des animaux ou des gens avec des affects, des émotions, de la violence, de l'agressivité, de la sexualité. Et le prototype du fantasme, c'est, entre guillemets, un enfant est battu, par exemple. Une situation qui est décrite par un patient dans une symbolisation verbale aboutie. Alors que là, comme on voyait tout à l'heure, ça va être du genre ça s'approche, ça s'éloigne. Donc il y en a des pages, probablement que la façon dont Anzieux les présente, c'est aussi lié à ce qu'il détecte dans le cadre d'une analyse classique, où tout se dit par le verbal. Les gens qui travaillent avec des enfants dans le cadre de thérapie avec des... comment ça s'appelle, des médiations,
utilisant la peinture. Donc ils vont voir, eux, d'autres, ils vont voir ces signifiants formels, ils vont les formuler autrement, ils vont voir d'autres choses se manifester. Et je pense que nous, avec le rêve éveillé, on peut aussi avoir accès à d'autres genres de signifiants formels. Donc moi, je dirais, bon, la façon dont en yeux, il y en a des pages, un axe vertical s'inverse, un appui s'effondre, une surface se fronce. C'est intéressant, mais ça ne va pas forcément être suffisant, parce qu'au fond, c'est pas au niveau de la verbalisation que ça se passe, quoi. Alors oui, justement, là, il y a un article très intéressant aussi de Roussillon qui nous dit... il raconte une cure et il dit comment ça se passe de repérer ces signifiants verbaux avec un patient. Le patient amène un rêve qu'il ne sait pas interpréter. Il dit ça. Il faut arriver à relier ensemble des fils torsadés, mais coupés. Il mime la torsade du fil. Et il montre que les torsades du premier fil sont décalées par rapport à celles de l'autre moitié. D'un quart. Donc c'est très précis. Et il accepte dans le rêve d'essayer de le faire. Et il fait les commentaires suivants. On ne peut pas relier les fils comme ça, à cause de la torsade. Il faut relier brin par brin. Il faut enlever la torsade, aplatir. On ne peut pas les relier, en tout cas de manière rentable, ça coûte trop cher, pour mon atelier de l'époque. Et il part dans des explications techniques complexes sur les outils, les machines nécessaires. Cela dure pas mal de temps, écrit Roussillon, et je suis un peu perdu. Et je pense à la torsade qu'il me montre, et je fais le lien avec ce qu'il m'a montré du bébé au début de la séance, où il avait mimé un bébé dans son berceau qui se tord pour essayer d'apercevoir sa mère, rentrée subrepticement dans la pièce par derrière. Et je lui dis alors, en mimant aussi, que les bébés se tournent vers la source d'investissement, comme les tournesols qui suivent le soleil. Alors je voulais vous dire aussi un autre exemple à partir d'un patient que j'ai eu, mais je ne vais pas lire le rêve éveillé, mais plutôt justement les ressentis que j'ai eus avec ce rêve éveillé. J'ai mis la veille de la séance, j'essaye de le relire et j'arrive pas à m'en approcher. C'est comme si c'était à la fois visible mais inaccessible. Je suis vraiment en difficulté. Après 1 heure de réflexion, j'essaye de comprendre en quoi consiste ma difficulté. C'est la représentation de l'espace qui me dérange, au point que je me sens tordu, dédoublé ou obligé de dédoubler mon regard, entre 2 ou plusieurs réalités qui se tournent le dos. Je peux alors préciser, en comparant avec d'autres patients, que dans ce rêve éveillé, il ne s'agit pas d'un espace dans lequel je me trouve, où je peux évoluer. Mais c'est comme si j'étais indissociable de l'espace. Et dans cet espace collé à moi, les objets me sont inaccessibles. Et les personnes aussi, me semblant très petits, lointains, inaccessibles bien qu'à portée de main. Et je suis à la fois grande et petite. Et je dois avoir la tête retournée pour voir, peut-être même la tête en bas et les pieds en l'air, ou obligé de regarder par derrière, sans pouvoir me retourner, parce qu'alors, je ne serai plus moi. Ça fait référence à des paroles de la patiente. Et en plus, il semble qu'il n'y a pas de mur dans ce paysage, mais alors, comment ça se fait qu'il faut se contorsionner autant pour regarder différentes parties ? Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur les signifiants formels. Et pour revenir à l'article que je lisais tout à l'heure sur cette somatisation tragique et très impressionnante, Schwering remarque que la patiente, elle passe dans son texte, enfin l'écrivain, parce que c'est pas une patiente, c'est un auteur, dans son texte, elle passe du corps en morceaux à l'idée qu'elle est un mannequin désarticulé, jeté à terre. Et lui dit, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui se métaphorise. Elle peut commencer à voir son corps. Quand ça commence à mieux aller pour cette personne,
Elle écrit « Les rêves et l'eau sont les deux mondes où je retrouve un peu d'équilibre, de légèreté, où je revis le plaisir du mouvement. Je me souviens d'avoir rêvé être une sirène. Mes jambes étaient emprisonnées dans un cocon, formé par les draps enroulés à force de tourner sur moi-même en quête d'une position indolore. Dans le rêve, la momification s'était métamorphosée en puissance de mouvement. » Et alors, je trouvais que ça faisait incroyablement écho à cet Osiris renaissant, qui en fait, on ne voit pas le modelé du corps, c'est comme s'il était emballé effectivement dans un drap, et il relève la tête avec un sourire absolument angélique, comme si c'est l'Osiris remembré. Comment on apaise, comment ça s'apaise grâce à un cadre qui respire, avec des multiples cloisons pour capter les affects à la limite. Ça fait penser au bac où la momie germe, une piscine, un bac en granit, des moules à l'intérieur. Avec de l'amour, donc non pas tellement en interprétant, mais en donnant de l'éros, en amourant, en relibidinalisant le corps par des métaphores. La métaphore de Roussillon des tournesols qui se tournent vers le soleil. Parce que interpréter avec les mots de l'adulte, finalement, ça ferait revivre l'impuissance et la fureur de ne pas être entendu. Et puis, il faut y mettre la ténacité d'Isis, en allant chercher les morceaux dans tous les coins, en les ramenant dans la cure, avec beaucoup de réalisme aussi, parce que parfois, il y a des patients qui n'amènent pas tout dans la cure, c'est-à-dire qu'ils vont somatiser à l'extérieur sans en parler, ou ils vont épuiser leur corps par anorexie, et donc le rôle à ce moment-là de l'analyste, c'est aussi de rappeler, vous avez un corps et il faut le soigner. Et ça, c'est pas l'analyste qui le fait. Et ainsi va se reconstituer petit à petit un psyché-soma qui aura intégré, et donc qui sera plus vivant, qui aura intégré tous les morceaux qui étaient dispersés aux 14 coins de l'Égypte. Il faut du temps, il faut accepter la confiance, il faut accepter que les forces Eros et Thanatos travaillent. Et à ce moment-là, mener la cure comme un processus qui obéit à ces principes universels et non pas guidé par des critères personnels du patient et de son histoire. On favorise ce jeu entre Eros et Thanatos, sa danse, ce jeu d'absorption et d'expulsion, de faim et de satiété. C'est la source de tout plaisir chez l'enfant. Et lâcher le rêve éveillé, par exemple, ça pourrait être attendu par le thérapeute comme un plaisir partagé quand la mère attend que le bébé expulse le contenu de l'intestin dans sa couche ou dans son pot. Et donc il faut s'en réjouir. Et puis écoutez tout ce qui se dit avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire vivre les rêves éveillés et les signifiants formels, c'est des mots un peu compliqués, les signifiants formels, vivre tout ça comme ces manifestations de l'archaïque, en étant naïf et bête, quoi. C'est ce que Jean-Marc nous enseigne. Si on peut arriver à être sensible comme l'était, sensible à ce que Roussillon est sensible dans son exposé, là, dans cette cure, à ce qui se dit vraiment, et à la confusion dedans-dehors, par exemple, que j'éprouve quand je travaille avec cette personne, là, avec ce rêve éveillé. Tout ça, c'est des perceptions très perturbantes pour l'enfant qui ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que ce corps qu'il a dans l'espace, comment ça se fait qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas attraper ce qui est là, etc. Donc voilà, pour conclure, j'ai été motivée par mon besoin de comprendre et si possible de soulager des patients qui ont recours à la somatisation et parfois au prix de leur vie. Et je me suis laissée guider par ces deux acteurs de vie que sont Eros et Thanatos, liaison des liaisons. J'ai essayé d'illustrer par le mythe d'Osiris
qui est ancrée dans la périodicité et l'alternance. Alternance et périodicité des sécheresses, des crues qui réglaient toute la vie de l'Égypte depuis la nuit des temps. Et aussi périodicité, alternance des rituels qui symbolisent cet ordre naturel. Comme une torche, quand on tâtonne dans la profondeur des pyramides, ma réflexion éclaire sans doute uniquement des savoirs qui étaient gravés depuis longtemps dans la pierre, les principes de notre pratique d'analyste et les mystères de la vie humaine et de ses origines. Les principes qui se rappellent à nous sous cette forme archéologique, ça me semble être les mêmes que ceux énoncés dans les mots de réciprocité, de joining ou de mélange de deux psychismes. Humilité, bienveillance et coopération. On retrouve ça dans l'idée de ne pas se substituer aux forces de la vie, mais de les accompagner, de s'en inspirer. Servir un rituel, offrir aux dieux un contenant bien adapté, semer des grains sacrés, arroser avec amour, séance après séance. Entourer de présence, de soins, et laisser faire, laisser germer. L'idée du psychisme pour deux et du SA1, du système A1, non pas chercher à comprendre et à interpréter, mais se relier de plus en plus en profondeur à ce que l'autre a d'intime et d'archaïque. Et c'est pas vraiment facile. Le partager, et pour cela, je crois que c'est les mythes qui sont les meilleurs guides, plutôt que les mots qui peuvent être mis pour dire qu'est-ce que c'est qu'un signifiant formel. Les évolutions de nos théories qui englobent ces nouveaux signifiants et ces nouvelles découvertes en clinique, elles nous balisent le chemin, mais c'est le chemin vers de plus en plus d'archaïque et notre pratique rêve éveillé, je pense que c'est une mine originale, encore bien peu explorée, pour nous permettre de sentir de plus en plus précisément ce que c'est que l'archaïque. Nous avons peut-être un grand besoin, nous autres les Occidentaux, urgent besoin, qui somatisons tellement. Besoin de rituels symboliques, ça nous relierait à notre archaïque de façon collective. Ça contiendrait peut-être mieux tous ces vécus affolants que nous sommes contraints de somatiser dans la solitude ou d'amener devant le médecin, de faire avec ce désert symbolique de Seth qui menace toujours. Et puis aussi, nous, psychanalystes, on a peut-être besoin de rituels pour célébrer le réveil, la résurrection d'Osiris, qui est sans cesse démembré et sans cesse renaissant, reconstitué et vivant. C'est le sort de la psychanalyse. Alors j'ai proposé des hypothèses, des questions, peut-être vous aurez envie d'en discuter. J'ai essayé de représenter de façon plus simple, qui m'a semblé cliniquement efficace pour moi, le psychisme, avec d'un côté le psyché-soma, tel que Winnicott le présente, et d'un autre côté le mauvais corps, qui est toujours relié au psyché-soma, mais de façon inconsciente, et qui est toujours présent. J'ai exposé qu'aux frontières du cadre, ça hurle de douleur via les signifiants formels, et que donc le cadre a plusieurs cloisons, qui, s'il est maintenu avec souplesse, une qualité à définir, permet que se débloque l'expression et que la répression se déverrouille. Que la fureur s'écoule peu à peu, comme s'écoule quand on arrose aux iris les produits de décomposition. Ça peut laisser place à la vie. Je pense à la momie anglaise dans son moule de 52,5 cm, moule en or, lui-même dans un bac en granit rose avec des trous pour l'écoulement. Et je pense aussi aux graines d'orge dont l'écorce éclate pour que germe après un an de silence vital, pour que ça germe. Voilà, je vous remercie.